Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 40e jour, conférence de rédaction. 40e jour, conférence de rédaction. Pardon Michel, vous disiez? Je disais, est-ce que vous savez depuis combien de temps nous sommes partis? Non, moi j'ai arrêté de compter depuis qu'on a rencontré Jeanne d'Arc, alors vous savez... Eh mon cher, si mes calculs sont exacts, nous sommes partis depuis exactement 40 jours. 40 jours? C'est tout? Mais moi j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est parti. Bon, désolé, moi je vais aller prendre l'air, hein, à toutes. Dans un sens, c'est exact ce que vous dites, Klipinski. Et où est Stéphanie? Je ne sais pas, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle s'enfermait aux toilettes. C'était il y a longtemps? 4 heures à peu près, elle doit y être encore. Et ça vous inquiète pas plus que ça? Moi vous savez, les affaires de femmes... Tout de même c'est inquiétant Michel. N'oubliez pas que nous sommes une équipe de professionnels et que nous vivons d'incroyables moments. Il doit régner ici une atmosphère de solidarité, de confiance, afin que nos auditeurs partagent pleinement nos aventures. Nous ne devons pas leur donner le spectacle de journalistes arrivistes qui écrasent leurs confrères. Si Stéphanie est déstabilisée après les révélations d'hier concernant son statut de clone, nous devons la soutenir et lui faire comprendre qu'elle est des nôtres, même si elle n'est pas vraiment comme nous, c'est vrai. Ah bah merci bien Pierre pour le soutien, qu'est-ce que ce Ça, serait si Stéphanie, vous vouliez m'enfoncer? vous n'êtes plus aux toilettes. Non, je suis sortie lorsque vous avez commencé ce magnifique discours légèrement écœurant sur la fin. Oh. Je partage votre quotidien depuis un mois et vous ne voyez en moi qu'un vulgaire clone. Alors que j'ai quand même fait mes preuves, non? Je ne suis peut-être pas l'original, mais j'ai mon libre arbitre et mes sentiments propres quand même. Moi je préfère partir que d'entendre des conneries pareilles, hein. Mais enfin Stéphanie, où allez-vous? Le voyant rouge va s'allumer, moi j'ai besoin de vous. Je pense que vous l'avez vexé. Oh ça va hein, vous hein. On n'en serait pas là si vous m'aviez dit qu'elle était derrière moi. Bon et pour la peine c'est vous qui lancez l'émission, petit malin. Antenne dans 5, 4, 3, 2... Bien le bonjour à vous, chers auditeurs du 21e siècle. Nous sommes toujours sur Radio Clapas, et nous sommes le mardi 30 juin 1559, et il est midi. Vous êtes bien urbain de nous écouter. Tout de suite, la quotidienne présentée par votre serviteur, accompagné de Nathalie Klipinski, Stéphanie, et c'est tout, je crois. Ouais, merci Michel, vous ne perdez rien pour attendre. Bonjour à tous, chers auditeurs, nous voici à Paris, qui n'est pas encore la ville des Lumières, mais où il règne une atmosphère de joie et de paix dans les rues. En effet, nous sommes sous le règne d'Henri II, qui vient de mettre fin à un conflit entre la France et l'Espagne en mariant sa fille Élisabeth à Philippe II d'Espagne et sa sœur Marguerite au duc Emmanuel Philibert de Savoie. Les festivités battent leur plein, tout le pays est en fête. Et retrouvons tout de suite Nathanaël, le kiki de tous les kiskis. Nathanaël, vous m'entendez? Oui, Pierre, je vous entends, bien qu'il règne ici une ambiance assez bruyante. Oui, en effet, ça a l'air assez animé. Vous êtes où exactement? Je me trouve actuellement près de la place des Vosges, où va se dérouler un tournoi de chevalerie en l'honneur du double mariage royal qui a été célébré ce matin. Les nobles chevaliers se défient en duel, ils s'élancent sur leurs chevaux face à face et contrairement à ce que l'on peut croire, le but n'est pas de faire tomber son adversaire de sa monture, mais c'est le chevalier qui brisera le plus grand nombre de lances sur l'armure de son concurrent qui gagnera le droit de rejouer face à un autre cavalier. Les règles sont tout de même assez simples, mais l'exercice semble plutôt délicat. Les participants sont tous des hommes de bonne famille. On murmure même que le roi lui-même participerait, mais je ne l'ai pas encore vu. Ah, le signal du début du tournoi vient d'être donné, les premiers assauts vont commencer. Je vais me mêler à la foule et je vous ferai partager les moments forts de cette rencontre. À tout à l'heure. Merci Nathanaël. Faites attention à vous tout de même comme d'habitude. Alors, nous allons essayer de localiser Stéphanie qui a quitté le studio tout à l'heure pour, je pense, renouer avec son goût du terrain et du contact humain. Non, vous savez bien qu'elle est en rogne, elle vous en veut de ne pas l'avoir. C'est bon Michel, je ne vois pas vraiment de quoi vous parlez là. Stéphanie, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors maintenant que vous avez besoin de moi, vous faites comme si j'étais comme vous? Attention, je suis un clone, j'ai peut-être des trucs contagieux.
Très drôle Stéphanie, mais nous sommes à l'antenne. Je ne pense pas que ce soit le moment de régler quelques petites affaires personnelles et je suis sûr que nos auditeurs attendent avec impatience votre chronique. Ouais, vous avez de la chance que je sois quand même une grande professionnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous dresser le portrait d'une femme exceptionnelle. Elle est connue pour être une des maîtresses royales les plus réputées de l'histoire de France. Malgré son nom, Diane de Poitiers n'est pas originaire du Poitou, mais plutôt du sud de la France. Cette duchesse d'une beauté pure fut la maîtresse du roi Henri II. Certaines rumeurs lui prêteraient aussi une liaison avec François Ier, le père d'Henri II, mais il n'y a pas de preuve officielle, bien qu'il n'y ait pas de fumée sans feu, comme on dit. Elle fut d'abord chargée par François Ier d'inculquer les usages de la cour à son rustre de fils, qui venait tout de même de passer 4 ans avec son frère dans les geôles espagnoles, tout ça pour une sombre histoire de rançon. Le jeune Henri vit en Diane une héroïne des romans médiévaux dont il raffolait pendant sa captivité. Il se mit en tête d'en faire sa dame de cœur du haut de ses 11 ans, sachant que la dite dame en avait 20 de plus, mais cela ne semblait pas choquer. Remarquez, quand on voit certaines stars sur le retour s'afficher avec des genoux, on se dit que nos deux tourtereaux du XVIe siècle étaient visionnaires. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas le mari de Diane, qui décédera rapidement, ou Catherine de Médicis, l'officielle d'Henri, qui refroidiront leurs ardeurs. La liaison devint officielle en 1536, malgré la réputation de fervent catholique du roi. Elle exerça une influence très importante sur le roi, allant jusqu'à le faire renforcer la répression envers les protestants qui n'avaient déjà pas la vie belle à l'époque. Pendant tout le règne d'Henri, Diane resta dans l'ombre, conseillant le roi sur les alliances, les réformes et les guerres. Cela avait le don d'énerver la reine qui, elle, n'avait pas d'influence officielle sur son propre mari, ce qui peut expliquer le rôle qu'elle aura pendant les règnes des rois suivants. Elle prit sa revanche à la mort du roi en virant tout simplement Diane de la cour. Elle dut aussi rendre tous les bijoux que le roi lui avait offerts et partir du château qu'il lui avait fait construire. Elle n'eut même pas le droit d'assister aux funérailles de l'homme qui compta tellement pour elle. À la mort de son mari en 1531, Diane avait quand même eu la présence d'esprit de se faire attribuer une rente et elle put s'éteindre à 66 ans en Eure-et-Loir. Sa mort reste un mystère, mais beaucoup de théories circulent concernant une intoxication à l'or qu'elle aurait pris en décoction comme élixir de longue vie. Cette notion scientifique pourrait expliquer le teint pâle et laiteux que plusieurs peintres ont immortalisé sur leur toile et pourquoi elle apparaît dévêtue sur beaucoup de ses œuvres. Elle restera une légende de beauté intemporelle et le symbole d'une femme au pouvoir secret mais immense. Oui, moi je sais pas pour vous, mais alors Diane, pour moi ça reste toujours une voiture, hein, Michel. Alors Merci. ça, c'est fin ça, tiens. Merci Stéphanie pour cette rubrique passionnante. Merci. Merci est un mot prononcé par politesse pour remercier, pour rendre grâce en réponse à un service ou une proposition. Il exprime autant la reconnaissance que l'acceptation. Exemple, merci de m'avoir rendu ce service, ou bien tu diras merci à ta grand-mère. Mais le mot merci peut également être employé de façon plus ironique, par exemple dans une phrase comme tu m'as laissé toute la vaisselle à faire, ben merci, ou encore moins subtilement, super Michel, merci. Youpi, Fermat, sympa. Stéphanie, vous rentrez bientôt? Je sais pas, je vais essayer de trouver une bonne raison de revenir avec vous, espèce de faucheton. Oh, allez, faites pas la tête. Celle-là, alors. À tout à l'heure. Et retrouvons tout de suite notre reporter de choc, Nathanaël Fedorovski. Nathanaël, vous m'entendez? Oui, Pierre, je vous entends parfaitement. Que de surprises dans ce tournoi, que de lances brisées et de violence. Ah oui. Certains des participants sont repartis dans un sale état et je peux vous dire qu'ils n'y vont pas avec le dos de la main morte, si vous me passez l'expression. Oui, très bien, Nathanaël, mais enfin, qu'en est-il de la participation du roi? C'est un petit peu ce qu'on Eh attend bien, de vous, Pierre, là. vous ne pouviez pas poser la question à un meilleur moment car le roi vient de jouter à l'instant. Il a ajouté. Il porte haut les couleurs de sa maîtresse Diane de Poitiers et il chevauche un cheval du nom de Malheureux, ce que certains dans l'assistance voient comme un mauvais présage. Il vient d'affronter le duc de Nemours, suivi du duc de Guise, mais il exige de subir le triple affront, ce qui consiste à jouter 3 fois de suite. C'est donc le jeune comte Gabriel de Montgomery que le roi va affronter. Ah, il se lance à tout à... Oh là là, Pierre, le choc est très très violent. Le roi vacille, mais il n'est pas désarçonné. La lance du comte de Montgomery n'est pas brisée. Le roi vient d'enlever son homme, il a l'air passablement énervé. Je crois comprendre qu'il veut une seconde lance, malgré les protestations de la reine. Le jeune comte vient de déclarer, je cite, « La passoire est à moi ». Vous êtes sûr, là?
Non. Autant pour moi, on vient de me prévenir qu'il aurait dit la victoire est au roi. Ce qui en effet paraît plus logique. Ouais. Cette déclaration devrait faire du roi le vainqueur par 3 joutes non, Pierre, finalement le roi proteste, il veut rejouer l'assaut. Ah bon? Il a l'air très résigné malgré les protestations qui fusent de toutes parts. Il reprend sa lance. Le jeune comte en fait de même. On me signale que le comte de Montgomery n'a pas changé sa lance comme l'usage l'exige. Mais bon, ça doit pas avoir une grande importance. Un vieil homme vient de mettre le homme sur la tête du roi. Ils vont s'élancer, ça y est, ils sont partis. Ils galopent à toute allure l'un vers l'autre. Oh mon Dieu, Pierre! Il vient de se passer quelque chose d'horrible. Nathanaël, rien de grave, j'espère. Si, Pierre. Très grave, la lance du comte de Montgomery s'est brisée lors du choc et plusieurs morceaux se sont introduits sous la visière du homme du roi. Il est actuellement au sol, on peut voir du sang jaillir de son casque. Je crois que la reine vient de s'évanouir alors que les soigneurs accourent auprès du roi. J'ai réussi à m'approcher, ils vont lui enlever son casque. Mon Dieu, Pierre, le spectacle est très impressionnant. La lance s'est en fait brisée en 5 morceaux qui se sont plantés dans le visage du pauvre souverain qui n'est pas mort puisqu'il hurle tel un goré qu'on égorge. Un des morceaux a même transpercé l'orbite de son œil gauche, offrant un spectacle digne de nos meilleurs films d'horreur du XXe siècle. Je pense que les festivités vont s'arrêter là. Les médecins ont déjà pris la décision d'amener le roi hors de la vue des badauds. Je vois que la reine, elle aussi, est transportée rapidement à l'abri. Elle ne s'est toujours pas réveillée. Quant au jeune comte, il va vraisemblablement être arrêté pour son geste et je pense que le roi va vouloir le garder à l'œil. Voilà, je vous rends l'antenne. À vous le studio. Eh bien, merci Nathanaël pour ce grand moment de sport, si on peut appeler ça comme ça. La suite des événements ne va pas être de tout repos en fait parce que le roi va agoniser une dizaine de jours avant de s'éteindre. On le sait, hein, les plus grands chirurgiens et médecins du moment sont en route. On parle même d'Ambroise Paré en personne. La légende dit même qu'il va tenter de reproduire l'accident sur les condamnés à mort vivants pour tester la technique opératoire avant de l'appliquer au roi. Oui, histoire de ne pas faire une erreur médicale qui pourrait lui coûter sa tête. Hein. Comme quoi être roi ne vous évite pas ce genre d'accident stupide. En parlant de stupide, retrouvons tout de suite Michel et son invité. Alors là, c'est très fin, bravo. Aujourd'hui, je reçois un personnage exceptionnel, un personnage dont le nom est encore aujourd'hui empreint de mystère. Un personnage capable de jouer avec les peurs collectives, plus ou moins inconscientes, et ma foi, cela fonctionne toujours, notamment en période d'élection. Ah, si le général voyait où en est la droite. Ah, je m'égare. Revenons à notre invité qui, comme tous les Michel, est un personnage charismatique. Comme Michel Blanc. Michel de Notre-Dame, bonjour. Bonjour, monsieur Fermatusa. Fermatus. Oui, j'aime bien l'utiliser, non, ça frappe les esprits, ça crédibilise le personnage. D'ailleurs, appelez-moi uniquement Nostradamus, merci. Soit. Même les individus les plus fades acquis une certaine aura. Par exemple, votre insignifiant collègue pourrait se faire appeler Belcatus. Merci. Insignifiant collègue, vous avez donc un réel don d'extra-lucidité. Quoi, vous en doutiez? Du tout. Nostradamus, alors vous êtes avant tout un savant, médecin, astronome, alchimiste et astrologue et prophète, et vous êtes rendu célèbre par vos prédictions. Alors comment obtenez-vous vos visions? Mes visions, c'est simple, c'est un pouvoir héréditaire qui me vient du cousin de ma grand-tante. J'ai ensuite effectué un stage dans les montagnes avec un grand sage, le vénérable Guido Petrus. Il devinait la météo de toute la semaine à venir dès le dimanche soir, c'est fort quand même. Ah, impressionnant. Et vous semblez assez doué également. Nombre de vos prédictions montrent de troublantes coïncidences avec la réalité. Par exemple, votre petit poème, que je cite de mémoire, « Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambelli que par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes une, puis mourir mort cruelle. » Et ce texte s'applique parfaitement à la mésaventure d'Henri II. À ce propos, je vous ai vu prendre des notes pendant le reportage de Nathanaël tout à l'heure. On peut savoir sur quoi vous écriviez? Oh non, rien d'important, hein. Un horoscope comme un commandeur. Admettons. Je disais donc que nous avons pu vérifier la validité de nombre de vos prédictions. Oui, car à vous, Nostradamus, esprit ouvert à l'étrange et à l'inexpliqué, à vous, nous pouvons le dire. Nous venons du XXIe siècle. Michel, vous êtes fou? Ne vous inquiétez pas, Belcatus, je sais ce que je fais. Donc, Nostradamus, je disais que certains événements survenus entre votre siècle et le nôtre semblent être une réalisation de vos prophéties. Ah oui, d'ailleurs j'avais prévu qu'un jour, une nef de pierre avec des fils partout, avec 4 passagers dont une femme et un idiot. Remarquable précision, hein. Donc, les guerres, les catastrophes à venir, tout ça, c'est aucun secret pour vous, hein. Mais ok, je lis dans l'avenir comme dans un livre ouvert. À ce propos, votre prophétie concernant un troubadour français du XXe siècle, au prénom anglois, aux déhanchés sulfureux, à la coiffure aussi volumineuse que grotesque, s'est révélée parfaitement exacte.
Hein qu'est-ce que j'avais dit déjà? Oh, bah que sa musique était affreuse, que seuls les crétins l'adoreraient, et que ces derniers étant nombreux, ce troubadour aurait un succès national. Cette prédiction est d'ailleurs l'une de vos plus précises, et elle a fait beaucoup pour votre crédibilité. Non mais Michel, vous allez où là? Je comprends. Vous expliquerez. Ah oui, troubadour, attendez, troubadour français, c'est ça? Prénom anglois, 20e siècle, attendez, déhanché sulfureux, musique affreuse, adoré des crétins, succès national. Ah oui, je me souviens, j'en ai fait un poème là-dessus. D'ailleurs, je vais y aller, j'ai du travail, excusez-moi. Faites, mais c'est déjà formidable que vous nous ayez accordé un peu de votre précieux temps, Nostradamus, merci. Oh, c'est marrant, je savais que vous alliez dire ça. Allez, adieu, Monsieur. mademoiselle. Bien, chers auditeurs, il est grand temps de nous quitter. Je ne sais pas si nous nous retrouverons demain. Je vous souhaite une bonne journée en attendant la suite de vos programmes sur Radio Clapas. À demain. C'est bon, on n'est plus à l'antenne. Michel, vous pouvez m'expliquer votre histoire de troubadour là? C'est quoi cette histoire? Oui, c'est vrai, je vous dois en effet quelques éclaircissements. Oui, je vous écoute. Ouais, voilà, mon beau-frère est un abruti qui présente la particularité d'être simultanément fan de Johnny et obsédé par les prophéties de Nostradamus, et à tous les repas de famille, il m'épuise avec ses deux idoles. Et quelle tête il fera quand il découvrira que Nostradamus a démoli Johnny 4 siècles avant sa naissance. Non mais quel horrible dilemme pour mon beau. Johnny, Nostradamus, Johnny. Oh non mais, le con, je vois ça d'ici. Oh la bonne blague, oh la poilade. Non mais menacez le continuum pour taquiner votre beau-frère, mais vous êtes dingue. Allez, on peut bien rigoler un petit peu. Une petite prédiction sur Johnny ne va pas changer le cours des choses. Y a intérêt, hein, sinon vous venez de nous condamner à ne jamais retrouver le monde que nous avons connu. Oh, mais vous en faites pas, Beuchat. S'il y a bien un indétrônable dans notre société pervertie par le show business, c'est bien Johnny. Ouais. Mais faites attention à vous quand même, monsieur Michel. Et c'est vous qui n'avez pas hésité à laisser votre collègue dans le futur à la remplacer par un clone qui donnait des leçons. Non mais franchement, ça me tue, ça. Non mais rien ne vous prouve que quoi que ce soit peut vous tuer, ma chère. Hein. Vous n'êtes pas totalement humaine, Ah que non je mais sache. franchement, là, arrêtez. C'est parce moi. que Dites, c'est qui le type bizarre que j'ai croisé là? Il parlait tout seul, il avait vraiment un air bizarre quoi. Il m'a dit... Ne t'inquiète pas, les astres m'ont dit que tu retrouveras les tiens malgré les épreuves très dangereuses qui te mèneront parfois aux limites de la vie. C'est quand même pas super rassurant. C'était Nostradamus. Il vous a dit ça. Mais alors... Mais il a peut-être vraiment un don de voyance. En tout cas, si je crois que ce qu'il a dit, on va pouvoir vous envoyer sur des reportages encore plus dangereux, puisque finalement vous survivrez, tiens. Je suis pas forcément d'accord avec ce genre de choses moi. Aussi. On va dire qu'il est pas fiable et on va continuer comme ça. Je me mets déjà assez en danger, non? Ouais, j'espère qu'on arrivera en 2010, comme ça je deviendrai présidente de la République et je vous ferai excommunier, vous et toute votre famille. C'est ça. Mais où est-ce qu'on a atterri encore? Eh regardez, vous voyez? Où ça? Où ça? Vous voyez? Mais où? Mais là! Quoi? Mais y a rien là, vous avez vu la Vierge ou quoi? Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Auriez-vous pu prédire que j'allais dire la phrase que je suis en train de dire à cet instant précis? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.